La liberté est le thème de ce tout premier échange. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce droit fondamental. A-t-il assez été pris en compte? La santé au profit de la liberté? Voilà des questions auxquelles nos invités de ce premier débat tentent de répondre. Bonjour, Fergan Aziari, vous êtes journaliste français et analyste politique. Vous collaborez régulièrement avec divers médias et think tanks libéraux français et américains pour promouvoir notamment une culture favorable à l'économie du marché. Merci d'être avec nous. J'accueille aussi à distance Monsieur François Jomène. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et également enseignant à Sciences Po. Merci d'avoir répondu présent. On va commencer avec vous, Fergan. Vous avez publié une tribune récemment où vous dénoncez l'autoritarisme sanitaire. Pensez-vous, c'est la question que je vous pose, que l'on n'a pas assez évalué les dangers d'une suspension des libertés par rapport au risque réel de ne pas prendre de mesures ? Oui, je pense que c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que pendant un an, nous nous sommes attachés au risque de la liberté individuelle, mais nous avons complètement ignoré ceux de sa suspension. C'est ce que j'appelle le précautionnisme étriqué, avec une opposition, je crois, assez fallacieuse. Vous savez, l'opposition liberté, sécurité, liberté, santé, je crois que c'est la défaite d'une certaine pensée occidentale. On revient finalement à une conception assez hobbesienne de la politique. Vous savez, Thomas Hobbes, c'est ce philosophe anglais du XVIIe siècle, qui me disait que pour assurer la sécurité du corps social, le Léviathan était légitime à revendiquer un pouvoir quasi absolu sur ces sujets. Or, toute la pensée politique moderne prend le contre-pied de cette vision en rappelant que la liberté n'est pas l'ennemi de la sécurité, mais est en fait la condition de la sécurité. Vous savez, Montesquieu disait par exemple que la sûreté d'une nation dépendait de la bonté des lois criminelles, c'est-à-dire que la liberté est la condition de la sécurité et même de la santé. Je ne crois pas, vous savez, à cette opposition entre liberté et santé qu'on fait depuis un an, voire à cette opposition entre l'économie et la santé. Pour ma part, je ne connais pas une nation, finalement, où la santé ne soit pas subordonnée à la liberté de subvenir à ses besoins. Pour grossir le trait, je prends cet exemple. Vous savez, si en Afrique subsaharienne, on vit 20 ans de moins en général que dans les nations occidentales, c'est bien parce qu'on est plus pauvre et bien parce qu'on est moins libre de subvenir à nos besoins. Récemment, l'ONU déclarait que les mesures sanitaires prises à l'échelle mondiale avaient augmenté le nombre de pauvres de 500 millions de personnes. Combien d'années de vie a-t-on ôté à ces gens qu'on a replongés dans l'indigence? Est-on sûr finalement qu'on a fait plus de bien que de mal? C'est cette question que je pose et à laquelle malheureusement pas beaucoup de gouvernements ont répondu à travers la planète. Merci beaucoup Fergan pour cette réponse. On va passer chez vous, Monsieur Jomène. Partagez-vous le constat que vient de donner Monsieur Aziari ici en plateau? Oui, je serais assez d'accord pour dire que l'opposition qu'on fait souvent entre liberté et sécurité est un peu artificielle et qu'effectivement, la liberté est la garante de la sécurité. Mais je pense que ça peut se voir aussi dans l'autre sens. C'est que la sécurité est évidemment la garante de la liberté. On se rend bien compte que dans aucune société, les libertés ne peuvent être absolues et que quelque part, il importe effectivement de brider certaines libertés des uns de manière à pouvoir garantir certaines libertés collectives. La grande question, je crois qu'il faut se poser, c'est la question de la proportionnalité, c'est-à-dire est-on bien sûr que les restrictions de liberté qu'on a imposées durant la pandémie étaient proportionnelles à l'objectif qu'on souhaitait atteindre et est-on bien sûr qu'elles étaient légitimes? Alors, sur ces deux questions, il me semble qu'il faut répondre par la négative dans certains cas, malheureusement. Je pense qu'il y a parfois eu un vrai problème de proportionnalité, notamment parce qu'on s'est souvent tracassé de savoir quel secteur, quel type de population les privations de liberté allaient toucher, plutôt que de s'interroger sur la gravité et la proportionnalité de la privation de liberté. Je prends l'exemple qu'on a connu en Belgique de l'interdiction des voyages à l'étranger. Voilà une restriction de liberté, à mon avis, très très grave, puisqu'elle va directement à l'encontre de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, on a considéré que c'était une privation de liberté relativement minime, puisqu'après tout, ça allait simplement empêcher les riches bourgeois de partir en vacances au sport d'hiver. Alors que pour moi, il s'agissait d'une privation de liberté extrêmement grave
est symboliquement extrêmement grave et on n'a pas eu de réflexion sur la proportionnalité. Sur le deuxième aspect, sur la question de la légitimité, là je crois qu'il y a eu aussi un grave problème du fait que ces mesures étaient décrétées en Belgique par arrêté royal ou par arrêté ministériel et n'avaient pas toujours l'aval du Parlement. Ça pouvait se comprendre au moment de l'urgence et du premier confinement, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il aurait fallu mettre en place une loi pandémie bien avant, il aurait fallu faire avaliser ces restrictions de liberté par le Parlement et je pense que ça aurait permis aussi qu'elles soient davantage acceptées par la population et donc davantage limitées dans le temps. François Joven pour ces explications. Merci Fergan Aziari. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce tout premier débat.